2 mois après la fin des législatives, le gouvernement de Michel Barnier se met au travail. Qu'en pensent les Français? Réponse dans ce journal. Le SPD fait de la résistance dans le land de Brandebourg. Il devance l'extrême droite de l'AfD à 1 an des élections fédérales. Début juillet, la coalition de gauche du NFP et le RN ont remporté plus de 300 sièges lors des élections législatives. Mais le gouvernement annoncé ce week-end est au final dominé par des ministres du camp présidentiel et par la droite républicaine. Sur ce marché dans le sud de la France, la déception, l'incompréhension, la frustration sont grandes chez certains. Je pense qu'on prend les mêmes et qu'on recommence. La gauche est quand même arrivée en tête aux élections qui se sont présentées. Il n'y a personne qui les représente. C'est pas tellement logique. C'est un film historique. Pourquoi? Parce que Macron, il fait ce qu'il veut. D'autres se montrent prudents et pragmatiques, estimant qu'il est trop tôt pour porter un jugement sur le travail du nouveau gouvernement. Du moment qu'ils arrivent tous à s'entendre pour faire avancer la France dans le bon sens, c'est formidable. La formation de ce gouvernement aura pris 2 mois, une première sous la Ve République. Michel Barnier va devoir rapidement trouver des solutions pour améliorer les finances du pays en évitant de froisser les oppositions et mettre en péril une majorité fragile au Parlement. Soulagement au Brandebourg dans le camp des sociodémocrates. Le parti du chancelier allemand Olaf Scholz a remporté de justesse les élections dans ce land situé dans l'est de l'Allemagne. 3 semaines après que le parti d'extrême droite de l'AfD a progressé dans 2 autres Länder voisins, les résultats publiés donnent 30,9% des suffrages au SPD et 29,2% à l'AfD. Le ministre-président de la région a savouré sa courte victoire. Important victory for me, it's an important victory for my party, and it's an important victory for the state of Brandenburg because it's one of the biggest goal for us in the beginning of our campaign was to provide stability. Cette victoire du SPD apporte un peu de répit à Olaf Scholz, même si pour certains analystes c'est d'abord celle de Dietmar Woidke. Et malgré les difficultés que rencontre la coalition gouvernementale tripartite depuis le début de l'année, le chancelier allemand a exprimé son désir d'être le candidat de son parti lors des élections fédérales. Il aura fort à faire pour convaincre à la fois dans son camp et surtout les électeurs allemands. As the dust begins to settle in the East German state of Brandenburg, a few things are becoming clear. Firstly, voter turnout at 73% was the highest in this state since reunification 30 years ago. Secondly, both the Liberals and the Greens need to have a conversation about the future of the federal coalition government after both parties failed to win more than the 5% threshold to win a seat in the state parliament. And lastly, although these results were a victory for Scholz's Social Democrats, the far-right party Alternative for Germany has won a second blocking minority alongside the East German state of Thuringia earlier this month. This means that the AfD now has the power to elect constitutional judges in these states. Liv Stroud in Potsdam for Euronews. La majorité des pays membres des Nations Unies a voté en faveur du pacte pour l'avenir. Les dirigeants s'engagent notamment à conduire des politiques en faveur de la transition énergétique, des négociations pour éviter les conflits et des réformes financières. La Russie souhaitait introduire le concept de non-intervention dans les affaires intérieures des États, mais seuls 6 alliés de Moscou l'ont suivi. Le pacte de 20 pages liste une 60aine de points et souligne également la nécessité d'œuvrer pour le désarmement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait présenté le sommet pour l'avenir comme une occasion unique de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Le chancelier allemand Olaf Scholz décrit le pacte comme une boussole et le patron de l'ONG Greenpeace, Mads Christensen, évoque un signal positif. Certains diplomates confient néanmoins leur perplexité quant à l'efficacité du pacte pour l'avenir. Anura Kumara Dissanayake a prêté serment en tant que 10e président du Sri Lanka.
Âgé de 55 ans, il s'est présenté aux élections de samedi en tant que chef de la coalition nationale pour le pouvoir du peuple de tendance marxiste. AKD, comme l'appellent ses partisans, a recueilli un peu plus de 42% des voix et a battu 37 autres candidats. Sa victoire intervient 2 ans après la pire crise économique suivie d'émeutes de l'histoire du Sri Lanka. Il doit maintenant guider le pays à travers les difficultés financières et les bouleversements politiques. Dans la province de Latik en Grèce, une course contre la montre a commencé face au risque d'inondation. Des ouvriers de la région d'Athènes s'activent pour curer les fossés et nettoyer les cours d'eau. Une priorité absolue pour le gouverneur de Latik qui ne cache pas son inquiétude alors que s'annonce la saison hivernale. Après les incendies de l'été, c'est l'eau désormais qui pourrait faire des ravages, or la région n'est pas prête. Δίνουμε τη μάχη του αυτονόητου. Δηλαδή, αναδεικνύουμε ζητήματα τα οποία θα πρέπει να έχουν λυθεί. Θα πρέπει να υπάρχουν τακτικές εργολαβίες καθαρισμών. Προσπαθούμε όλο αυτό να το εξορθολογήσουμε, να μπει μια τάξη. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το πρόβλημα των αλληλοκαλύψεων. Δηλαδή, υπάρχουν ρέματα που καθαρίζουμε εμείς, ρέματα που καθαρίζει το Υπουργείο, ρέματα που καθαρίζουν οι Δήμοι. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλές παθογένειες. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Αττικής, μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός 19 ρεμάτων σε περισσότερα από 10 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι τέλος Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός ακόμα 19 ρεμάτων και έτσι συνολικά θα έχουν καθαριστεί περισσότερα από 30 χιλιόμετρα. Mais des projets d'envergure de canalisation ont pris du retard, la faute à la bureaucratie et au manque de ressources financières. Et le gouverneur a soumis un projet de prévention spécifique pour sa région. Μερικώς προχωράει το κομμάτι της πρότασης που αφορά στον τρόπο που πρέπει να διοδοτούμε τα έργα αυτά, ώστε να μην χάνουμε πάρα πολύτιμο χρόνο. Έχουν γίνει κάποια βήματα σημαντικά, όμως χρειάζεται μια συνολική αναθεώρηση των εργαλείων των νομικών που μας δίνονται και κυρίως των χρηματοδοτικών εργαλείων. Διότι έργα χωρίς χρήματα δεν υπάρχουν. Εύκολα οι κυβερνήσεις μας στέλνουν τις αρμοδιότητες, αλλά πρέπει να συμπληρώνουν και με τους απαραίτητους πόρους. Χωρίς χρήματα δεν μπορούμε να εκτελέσουμε έργα. À ce stade, les services de la région de Latik ont nettoyé 19 ruisseaux couvrant environ 10 km et d'ici fin octobre, ils visent à nettoyer 21 km supplémentaires. Chypre espère rejoindre le réseau électrique européen d'ici 2028 ou au plus tard en 2030. Nicosie et Athènes viennent de signer un accord. Après plusieurs mois de négociations finalisées par le président chypriote lors d'une visite à Athènes, l'accord a été signé le week-end dernier par les ministres de l'énergie de la Grèce et de Chypre. Les lignes énergétiques de Chypre seront reliées à la Crète, puis passeront par la Méditerranée jusqu'à la Grèce continentale et le reste de l'Europe. Les dirigeants de Chypre, de France et de Grèce se réuniront la semaine prochaine pour discuter du projet. L'objectif de ce projet est de favoriser la levée de l'isolement énergétique de Chypre tout en soutenant l'espoir de la Grèce de devenir un hub de transit pour l'énergie propre. Le projet prévoit la pose d'un câble haute tension de 1240 km, soit le plus long au monde. Les différends entre les deux parties ont compliqué la signature de l'accord. Les questions liées au coût du projet, à ses délais de mise en œuvre et le rapport coût-bénéfice ont retardé la signature du texte. Les négociateurs ont rapidement avancé dans les toutes dernières semaines avant la signature. Nicosie et Athènes se félicitent de l'accord. L'ensemble des travaux devrait coûter 1,9 milliard d'euros et Israël devrait à terme être connecté. L'Union européenne financera ce projet à hauteur de 657 millions d'euros. Près de 180 000 motards se sont donné rendez-vous ce dimanche à Fatima, au Portugal, pour obtenir la bénédiction de leur casque. Devant la basilique de la Très Sainte Trinité, la rencontre a connu cette année une affluence record. Cette véritable communion est organisée par l'association Blessing the Helmets, ainsi que par des clubs de motards portugais et internationaux. Vir aqui é como fosse uma salvação. Vim buscar forças para
a gente conseguir enfrentar os problemas da vida. E aqui é abrigo. É mais um ano de benção dos capacetes, para a gente estar com mais calma na estrada, sermos benzidos. E é mais um facto, é mais um ano. Le pèlerinage commence par un défilé des motards portant la statue de Notre-Dame de Fatima autour de la basilique. Ensuite, une messe est célébrée au cours de laquelle les casques des motards sont bénis. Des milliers d'accidents de moto se produisent chaque année au Portugal. L'année dernière, ils ont fait des centaines de blessés et plus de 120 morts. Une initiative pour la biodiversité lancée par des groupes de protection de la nature et de l'environnement en Suisse n'a pas été adoptée lors d'un référendum organisé dimanche. Plus de 60% des votants ont rejeté l'idée qui visait à augmenter l'étendue des espaces verts non touchés par l'activité humaine. L'initiative demandait un financement public pour encourager les agriculteurs à réserver des terres et des cours d'eau pour aider les paysages sauvages à se développer, mais aussi l'interdiction de nouvelles lignes de chemin de fer à travers des prairies sèches protégées. Ces partisans ont souligné les menaces qui pèsent sur les animaux et les insectes et d'autres espèces sauvages de Suisse, ainsi que la diminution de ressources naturelles. Le gouvernement fédéral et de nombreux électeurs ruraux se sont opposés au plan, argumentant qu'il était trop coûteux. Une autre proposition de réforme des retraites a également été rejetée lors des référendums de dimanche. Le plan aurait obligé les employeurs et les travailleurs à augmenter leurs cotisations aux fonds professionnels obligatoires, une idée largement rejetée par les syndicats. En Suisse, des référendums ont lieu 4 fois par an, soit bien plus souvent que dans d'autres pays européens.